Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager le témoignage d'une sacrée force de la nature. Tony Moggio, élu Toulousain de l'année en 2019 et papa d'un adorable petit garçon, est tétraplégique depuis 11 ans à la suite d'un accident de rugby. Vous allez le découvrir, il a une vision de la vie que l'on devrait certainement prendre comme exemple. Après une période en centre de rééducation, il s'est peu à peu reconstruit et a accepté son handicap afin de vivre du mieux possible sa nouvelle vie. Même s'il aime dire qu'il est comme tout le monde, je peux vous dire que sa personnalité est extraordinaire et que sa singularité n'est pas là où on l'attend. Aujourd'hui, il vient de publier son 3e livre. Il se prépare physiquement et mentalement à réaliser un nouvel exploit après sa traversée du golfe de Saint-Tropez à la nage. C'est donc tous ces sujets que j'ai souhaité aborder avec lui lors de notre rencontre. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Tony Moggio. Bonjour Tony. Bonjour. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que l'on n'a pas du tout le même parcours, mais on a le même but, réduire le fossé qui existe entre le monde du handicap et le monde des valides. J'aimerais que l'on se comprenne mieux les uns les autres et c'est en partie pour ça que je fais ce podcast. Alors merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous. J'ai évidemment préparé un petit peu notre entretien en faisant quelques recherches sur votre parcours. Vous avez réalisé beaucoup de choses depuis votre accident. Pour citer quelques exemples, vous avez coécrit 3 livres, réalisé une chaîne YouTube, des passages à la télévision, une ligne de vêtements, un exploit sportif et même vous avez un fils en bas âge. Qu'est-ce que vous me répondez si je vous dis que vous êtes plus actif que certaines personnes dites valides? Alors, il paraît oui que je suis très actif, mais en fait, j'ai le besoin constamment de me dépasser. Et c'est vrai que j'aurais pu très bien le faire tout cela bien avant mon accident, mais c'est vrai que quand vous vous confrontez à la mort, voilà, vous vous dépassez, vous avez toujours envie de vous projeter. Ce n'est pas le cas de tout le monde, de toutes ces personnes qui, du jour au lendemain, apprennent que plus jamais elles ne pourront remarcher. Mais en tout cas, c'est ce qui reflète de ma personnalité. J'ai toujours besoin d'aller de l'avant, de me projeter. Et puis, c'est ce qui me nourrit aussi, c'est ce qui me fait exister. Si vous êtes d'accord, avant de nous raconter ce qui vous est arrivé, j'aimerais savoir quel homme vous étiez avant votre accident. Votre rythme de vie, votre travail, vos passions, votre personnalité. Est-ce que vous étiez le même homme? Alors, j'étais un beau jeune homme, ténébreux, italien. Non, j'étais finalement la même personne que je suis aujourd'hui, sauf que j'ai eu une expérience un peu dure de la vie qui m'a permis et qui m'a surtout aidé à ouvrir un peu plus grand les yeux et de ne pas rester dans mon quotidien. J'ai toujours aimé le sport, j'aime les gens, j'aime sortir, j'aime faire la fête. Tout ça, en fait, n'a rien changé. Ça n'a pas non plus disparu avec mon handicap. Voilà, j'ai une façon de voir le monde différemment. C'est normal quand on vous annonce que plus jamais vous n'allez pouvoir marcher ou que peut-être vous n'allez pas vous en sortir. Tout ça, c'est compliqué à encaisser. Mais mis à part ça, cette vision qui aurait pu changer, le Tony reste toujours le même qu'avant. Et est-ce que vous connaissiez un petit peu le monde du handicap? Pas du tout. Non, je l'ai découvert vraiment quand j'ai eu mon accident. Bien évidemment, je voyais dans la rue des personnes en situation de handicap. Je me posais certaines questions, mais je n'ai jamais été confronté dans ma famille à un handicap. Donc, vous avez eu un accident en 2010. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, c'était à peu près... on était à peu près à un quart d'heure de match. C'était la 5e mêlée. La mêlée, pour ceux qui ne savent pas, c'est un affrontement en fait, de 2 packs. Chacun des packs comporte 8 joueurs et le but, c'est de se rentrer dedans. Alors, ça peut paraître quelque chose d'un peu
peu bolide, d'un peu dur, mais finalement, mon pilier s'est relevé au moment où j'allais prendre l'impact et la mêlée a tourné. J'ai eu une section complète de la moelle épinière. C'était une fraction de seconde. À quel moment vous avez compris que votre vie ne serait plus jamais la même ? Bizarrement, tout de suite. Déjà parce que j'aurais dû mourir à ce moment-là, mais j'ai survécu. Je devais tomber dans le coma et finalement j'ai tout vu, j'ai tout entendu et je sentais très bien que cette fois-ci l'arnica ne suffirait pas. J'ai accepté même presque de suite. Mais c'est vrai que c'est toujours dur quand vous ne sentez plus votre corps et que vous avez toujours les yeux ouverts, de voir autour de vous un peu toutes les personnes qui sont vraiment très inquiètes. Là, on se dit que y a quelque chose qui a changé, quoi. Donc vous êtes resté conscient tout le long de votre évacuation du terrain et même à l'hôpital par la suite ? Tout à fait. En fait, je suis tombé sur le terrain et donc du coup, il y a les pompiers qui sont arrivés assez rapidement. Je savais que le pompier qui était à ma gauche était là pour essayer de me tenir éveillé, pour que je puisse ne pas voir ce qui se passait autour. Malheureusement, j'ai été militaire et je connais les grades. C'était un caporal-chef qui était à côté de moi et je savais qu'il avait dû en voir des choses. Mais j'ai vite compris qu'à travers son regard, je savais que c'était un regard où il m'en donnait pas cher à tenir, quoi. Du coup, après, j'ai à tester un peu tout ce que je pensais parce qu'il y a l'ambulance qui est arrivée après et puis ensuite l'hélicoptère. Donc j'ai compris que l'hôpital Rangueil était à côté. S'il y avait l'hélicoptère qui arrivait, c'était critique. Voilà. J'ai fait un premier arrêt cardiaque quand j'ai évacué le terrain, puis j'en ai fait 2 autres quand je suis arrivé en soins intensifs. D'accord. Et vous avez été hospitalisé combien de temps à l'hôpital Rangueil ? Alors j'ai eu à peu près 1 mois et demi en soins intensifs. Où c'était compliqué. On m'a mis une trachéo. Mes journées étaient rythmées entre la vie et la mort. C'était vraiment très, très, très compliqué. Puis ensuite, une fois que j'allais un peu mieux, on m'a passé pendant 1 semaine en chambre transitoire. C'est au cas où je rechuterais. Puis ensuite, en attendant d'être envoyé au centre de rééducation, j'ai passé 1 semaine au centre de rééducation de Rangueil avant d'être évacué vers Verdèche où j'ai passé un an, plus d'1 an. Donc après votre hospitalisation, comme vous dites, vous êtes parti en centre de rééducation pendant 1 an. Est-ce que vous pouvez nous raconter un événement marquant ou décisif de cette période de rééducation ? Alors oui, mais c'est la première fois où on m'a mis sur un fauteuil manuel pour un peu tester si mes muscles étaient encore vivants. Et du coup, je me rappelle, je m'étais lancé sur une pente du centre de rééducation, qui est pourtant pas une grosse pente, mais ça peut devenir vite un col quand vous n'avez pas les bras. Et du coup, c'est vrai que je me suis lancé à travers cette pente. J'ai pas réussi à m'arrêter parce que j'avais pas assez de force dans les bras. On a le droit de rire ou pas ? Oui, on a le droit de rire, oui. Et d'autant plus que, en plus ce jour-là, j'avais pas eu de chance parce qu'il y a une porte, vous savez, qui est battante et qui s'ouvre uniquement quand vous appuyez sur un bouton. Sauf que là, je sais pas, elle a dû me détecter de loin. Du coup, elle s'est ouverte. Voilà, j'aurais préféré me prendre la porte, sauf qu'elle s'est ouverte. Et j'ai fini dehors, le fauteuil en l'air. Voilà, j'ai la tête qui est tombée au sol, forcément. C'était ma première fuite du centre, on va dire. et du coup, en fait, j'arrivais plus à bouger. J'avais la tête au sol, les pieds en l'air. Et du coup, j'avais le soleil qui me tapait sur le visage. Et j'ai eu la chance que Jésus vienne me lever. Alors Jésus, je m'explique, c'est pas Jésus du ciel, mais c'est Jésus, un patient qui s'appelait Jésus, qui était paraplégique et grâce à lui, il a appelé les infirmiers pour pouvoir me relever parce que sinon j'allais passer un certain moment dehors. Donc c'est pour ça que je raconte cette histoire. Tout le monde me dit mais Jésus, non, il s'appelait comme ça, Jésus. Merci pour cette histoire. Dans votre dernier livre, vous parlez du jour et du moment où vous avez su que vous n'alliez certainement pas remarcher. À quel moment un peu vous avez su ce qui allait se passer par la suite, quoi ? Quand il vous arrive un accident comme le mien, vous êtes, sans le savoir, vous, mais votre famille le sait, vous rentrez dans un protocole en fait, et ce protocole est là pour vous accompagner la personne avant de lui annoncer qu'elle ne remarchera plus pour moi. Pour d'autres personnes, c'est d'autres choses. Ma famille était à peu près au courant. Moi non, forcément, vous le savez, j'avais 24 ans, j'étais dans le feu de l'action.
J'avais à peu près tout construit dans ma vie et m'annoncer sans me préparer à une telle nouvelle aurait pu être très compliqué pour moi. Il y a des personnes qui voient noir à l'annonce d'une nouvelle comme celle-ci. Du coup, voilà, le protocole est là pour vous préparer, donc vous accompagner avec une psychologue, les médecins, petit à petit, pour au final vous dire que c'est terminé. Donc moi, il y avait toujours une organisation dans ma chambre. J'étais le seul conscient en fait des 12 lits qu'il y avait. Donc il fallait qu'ils prennent un peu plus de pincettes avec moi parce que je voyais ce qui se passait autour de moi. Et c'est vrai que j'avais toujours le même kiné. Et ce kiné, à un moment donné, il part en vacances. Et il est remplacé du coup par un autre kiné. Et en fait, je ne lui en veux pas parce que c'est moi qui ai voulu la piéger à ce nouveau kiné. Et du coup, je lui ai dit, mais je ne remarcherai plus jamais. Et du coup, elle n'était certainement pas au courant qu'il fallait pas me le dire, ou du moins pas tout de suite. Et du coup, elle m'a annoncé, mais Tony, tu ne remarcheras plus jamais. Voilà. Donc j'ai interrompu la séance parce que je suis parti en sanglots. 24 ans, c'est dur d'endosser. Je m'en doutais un peu parce que je ne bougeais pas du tout. Donc je comprenais que ça allait être compliqué. J'avais quand même un peu d'espérance en me disant, allez, peut-être ça va revenir, il faut être patient. Du coup, quand elle m'a annoncé ça, je suis parti en sanglots. Elle a quitté la chambre et voilà quoi. Et j'ai refusé d'être accompagné par un psychologue parce que je préférais prendre ça dans la face, un peu comme je l'avais pas imaginé, mais voilà, je préférais endosser un coup comme celui-ci parce que ça m'a aidé en fait, vous comprenez ? Je pense que si ça m'aurait préparé à une nouvelle comme celle-ci, petit à petit, avec des psychologues, tout ça, je pense que ça m'aurait... j'aurais pas eu envie de m'en sortir et du coup voilà, donc j'ai pas eu besoin de psychologue et voilà. Mais bon, je l'ai appris à ce moment-là, quoi. Et pour ceux qui s'y connaissent pas trop, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quels sont les problèmes liés à une tétraplégie et on va dire peut-être, si je peux me permettre, les grandes différences avec la paraplégie? C'est compliqué parce que dans ma situation, on me compare beaucoup à un paraplégique parce qu'on me voit bouger les mains, voilà. Les bras surtout. Il faut savoir qu'une personne paraplégique, elle peut bouger tout le haut du corps, mais pas ses jambes. Une personne tétraplégique, elle est paralysée des 4 membres. Donc c'est pour ça qu'on me dit, mais t'es pas tétra. En fait, il y a la différence entre le film Intouchable. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est très concret. Dans le film Intouchable, où François Cluzet joue la personne tétraplégique, c'est une personne qui ne bouge pas. Moi, au début, je ne bougeais pas du tout. Je clignais que les yeux. Sauf que j'ai récupéré. Voilà. Donc François Cluzet, lui, n'a pas récupéré. Et puis après, il y a un grand corps malade à côté qui, lui, me remarche. Mais c'est un tétraplégique. Il y a des tétraplégiques qui remarchent plus que des paras. C'est-à-dire qu'à la limite, un paraplégique, c'est une atteinte qui est moins haute, qui est moins touchée pour une personne tétraplégique. Donc les problèmes liés à la tétraplégie, c'est pas de motricité au niveau des doigts, comme moi, voilà, je bouge pas les doigts, voilà, j'ai pas de sensibilité au niveau des mains, uniquement sur les épaules, je peux me brûler sans le sentir ou le sentir différemment avec des frissons. Bien évidemment, je ne contrôle pas tout ce qui est petite ou grosse commission. On est forcément incontinent ou des choses comme ça en période de malade. Donc j'ai moins de souffle, j'ai 50% de souffle en moins parce que je suis handicapé au niveau du thorax. Donc voilà, toutes ces problématiques. Et puis bien évidemment, voilà, on tombe facilement malade, on est plus fragilisé, on peut attraper des infections urinaires parce qu'on ne fait plus pipi de la même manière. C'est ça la différence en fait entre une personne paraplégique, c'est qu'une personne tétraplégique comme moi est obligée d'avoir une tierce personne ou une auxiliaire de vie à mes côtés pour les actes essentiels de la vie, tandis qu'une personne paraplégique est un peu plus autonome parce qu'elle peut utiliser ses mains, avec une maison adaptée, on peut être autonome. Voilà la différence. Donc voilà. Si on peut revenir sur la période de rééducation, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous pendant cette période-là ? C'est d'être loin de chez moi déjà. J'étais à plus d'une heure, même si ma famille a mis sa vie en parenthèse et venait me voir tous les jours, c'est d'être loin de chez soi, de ne pas pouvoir faire les choses seul et d'être
d'être obligé de faire confiance en fait aux infirmières du service qui n'ont pas forcément le temps de vous pouponner comme vous avez l'habitude de le faire. Donc pareil pour l'habillement, toutes ces choses-là c'est compliqué de les faire par une autre personne. Donc il y a des moments comme celui-là où c'est compliqué parce que voilà, vous êtes loin de chez vous, vous voyez beaucoup de personnes dans la même situation, voire pire que vous, et du coup la seule chose qui m'a aidé c'est de me renfermer. Je suis quelqu'un de très sociable dans la vie et du coup j'ai été obligé de me renfermer un peu dans une bulle pour pas voir toute cette détresse qu'il y avait autour et toutes ces personnes qui n'avaient pas la chance d'avoir une famille qui viennent les voir au quotidien comme la mienne. Donc c'était une partie un peu plus compliquée de voir un peu tout ça. Après, moi, j'étais fixé dans mon objectif de me reconstruire au maximum physiquement. Mais voilà, c'était la période un peu compliquée. C'était cette année en rééducation. Quand on est alité et dépendante de personnes extérieures pour beaucoup de choses du quotidien et par exemple tout ce qui est hygiène et la toilette, comment on fait pour gérer un petit peu le manque d'intimité, de pudeur, le fait d'être complètement dépendant Alors moi j'ai l'habitude de me trimballer à poil de partout. Donc, ah oui, non, ça va pas changer. Comprenez bien que ça va pas changer, ça va pas trop déranger. Non, c'est quelque chose qui m'a pas dérangé. Oui, franchement, tout franchise, okay. Pas du tout. Après je sais que c'est vraiment un gros problème pour des confrères en fauteuil comme moi. Non, moi ça m'a pas du tout dérangé. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est le fait que voilà, on ne tire pas bien le t-shirt au bas du dos, donc on me voit le dos en l'air ou l'arrêt des fesses parce qu'on ne remonte pas assez le pantalon, qu'on ne me mette pas mon petit déodorant parce qu'il y a 3 autres personnes à préparer. C'est plus ce côté-là, de dépendre d'une personne. Donc il y a des auxiliaires de vie, des tierces personnes qui sont géniaux, qui s'occuperont bien de vous. Il y en a d'autres, malheureusement, qui bâcleront un peu ça. Alors, je ne les accuse pas de rien du tout, mais c'est pour ça que c'est très important, et je tenais à le préciser, de vraiment... Voilà, on s'occupe d'une personne en face, c'est pas un robot, un ordinateur. Il faut vraiment prendre le soin même si on n'a pas le temps, même si la direction vous impose de vous occuper de plus de patients. C'est ça la problématique, c'est qu'ils ont 20 ou 30 patients pour une ou deux auxiliaires de vie. Donc c'est pour ça que le rythme est rapide, mais il faut prendre le temps. Moi, c'est ça qui m'a dérangé en fait, de ne pas être prêt comme moi je le souhaitais. Et comment s'est passé le retour à la maison ? Assez rapidement. Alors moi, vous savez, je suis quelqu'un qui respecte toutes les règles, sauf qu'en centre de rééducation, j'ai été passé pour la personne qui ne respectait aucune règle, parce que, mais dans la bienveillance, bien évidemment, parce que normalement, on part le samedi du centre, et on a le droit de rentrer chez soi, et on rentre le dimanche. Sauf que moi, je partais le vendredi, et je rentrais le lundi, parce que j'avais besoin de cet extérieur. C'est ce qui m'a aidé, et c'est ce qui m'aidait à me reconstruire. D'ailleurs, petite parenthèse, au jour d'aujourd'hui, dans les centres de rééducation, vous avez, je crois, un week-end dans le mois à sortir. C'est compliqué, je ne comprends pas. Il faudra quand même m'expliquer pourquoi on n'autorise pas à sortir tous les week-ends des patients. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des maisons ou des personnes qui ont chez eux rien adapté. Et là, d'accord, je comprends tout à fait pourquoi ils restent au centre. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui demandent à sortir pour aller voir l'extérieur. Et voilà, ils ont une interdiction parce que le centre n'autorise pas de sortie. Donc, je ne comprends pas trop ça. Mais moi, ce qui me concerne, c'est quand même bien pensé, dans le sens où je suis un accidenté de rugby. Et en tant qu'accidenté de rugby, on est quand même bien pris en charge. Donc du coup, on peut avoir les dernières nouveautés, on peut avoir la douche italienne, on a des fonds qui sont débloqués assez rapidement pour pouvoir adapter notre maison. En l'occurrence, j'étais chez mes parents, je suis revenu chez mes parents quand j'ai eu mon accident, avant d'avoir notre projet avec mon épouse. Donc du coup, ça s'est passé plutôt bien. Le seul truc qui me dérangeait, c'est le regard des gens. Je n'étais pas du tout habitué à ça. Les gens me regardaient souvent parce que j'avais de beaux yeux. Mais voilà, petite plaisanterie, mais voilà, si vous voulez, c'est compliqué d'être de l'autre côté, comprenez ? Moi, j'avais l'habitude de voir des personnes en fauteuil, oui, ça m'arrivait, mais le fait qu'on vous regarde parce que vous êtes en fauteuil, pas du tout peigné, amaigri, avec une poche à urine encore parce que vous n'êtes pas réglé, c'était compliqué, mais pas insurmontable.
Oui, puis en plus, il y a beaucoup de patients qui disent que le centre de rééducation, c'est un peu un cocon, une bulle, où finalement, on est entre personnes avec un handicap, avec des soignants, pareil. Et du coup, quand on revient à la réalité, parfois le choc est un peu brutal, quoi. De faire face justement au regard des autres et à la vraie vie, où les trottoirs, ils sont pas toujours adaptés, les supermarchés non plus. Voilà. Donc c'est vrai que permettre aux patients de sortir plus régulièrement, ça serait pas plus bête pour que ce soit moins brutal le jour de la sortie, quoi. C'est tout à fait ça. C'est vrai que c'est pour ça que moi je m'étais renfermé dans une bulle. Or j'étais renfermé dans une bulle, dans une autre bulle parce que j'étais au centre. Donc du coup, voilà, pas de vision sur l'extérieur. Et du coup, c'est vrai que voilà, pour mes premières sorties, effectivement, voilà, j'ai commencé à découvrir que le monde du handicap allait être compliqué parce que rien n'est adapté, où il y a des personnes qui vont être super bienveillantes et d'autres qui vont être super chiantes ou qui ne vont pas comprendre. Donc du coup, je pense que j'ai basé tout ça sur la discussion. Des fois, ça m'a agacé, mais bon, je me dis que des cons, il y en a de partout. Voilà, que ce soit dans le monde du handicap ou même, je n'aime pas trop même dire le monde du handicap parce que ça voudrait dire que je nous case dans une autre chose, mais non, il y a un monde qui est fait de plusieurs personnes, on est tous différentes les unes des autres. Donc on a parlé du regard des autres, mais aujourd'hui, quel est votre rapport avec votre corps? Comment vous vous sentez? Alors je me sens très bien, c'était compliqué un peu au début parce que bien sûr, je faisais 5 kilos quand j'étais joueur, j'avais pas un pet de gras, j'ai toujours aimé prendre bien soin de moi, de mon corps. Et du coup, c'est vrai que du jour au lendemain, vous avez les cheveux qui poussent, la barbe, vous êtes amaigri, vous avez un teint blanc. Donc du coup, ça a été un peu compliqué au début d'accepter ce nouveau corps. Et puis ensuite, j'ai découvert les bons plats de maman et de mon épouse. J'ai pris quelques kilos, donc forcément... je n'ai plus la tablette d'abdos, mais ça ne me dérange pas du tout. Franchement, je n'ai pas de gêne avec mon corps ou avec mon fauteuil d'ailleurs, ou avec mon handicap. C'est quelque chose que j'ai réussi à encaisser, à passer au-dessus. Ça n'a pas été toujours facile, mais je pense que ce qui m'a permis de pouvoir rebondir, c'est le fait même que quand j'ai eu l'accident, j'ai accepté, sans le savoir, mais j'ai accepté que ça allait être compliqué. Vous comprenez ? Je ne me suis pas dit, je vais rentrer, on va me faire 2 points de suture et je vais ressortir. Là, j'ai compris d'entrée de jeu que ça allait être compliqué, je l'ai accepté. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de pouvoir rebondir sur la résilience, être optimiste et toutes ces choses-là. Voilà. À la différence d'une personne qui aurait eu un accident similaire au mien, qui n'aurait pas accepté et qui voudrait être résilient avant d'accepter. Donc voilà, ce n'est pas évident de tout le monde, attention. J'ai des hauts, des bas, mais dans la vie de tous les jours, comme tout le monde. Et ça n'a pas toujours été en lien avec mon handicap. Est-ce que vous avez déjà eu des remarques désobligeantes ? Non, mais plus des remarques par rapport à des accès qui étaient complètement invisibles ou des réservations d'hôtels où on me disait que c'était adapté et quand j'arrivais, il y avait une baignoire où il y avait des marches pour arriver. Donc c'était plus sur ce côté-là que des réflexions sur moi-même parce que j'ai quand même un peu de répartie. C'est la seule chose qui n'est pas partie avec mon physique. Donc non, c'est plus sur l'accessibilité. Est-ce qu'il y a des idées reçues qui vous agacent concernant les personnes en fauteuil ou les personnes tétraplégiques ? Je ne supporte pas en fait qu'on ajoute tout le temps handi devant chaque discipline, c'est-à-dire handisport, handi-truc, handi-ski. C'est ce qui me dérange le plus en fait parce que moi je combats sur le fait que, et puis c'est la réalité, qu'on n'est pas si différent que ça. Je n'ai pas du tout changé, si ce n'est que j'ai un fauteuil, mais d'ailleurs qui va beaucoup plus vite qu'un humain si je devais courir après. Mais voilà, tout ça pour vous dire que non, c'est plus... j'en ai marre à chaque fois qu'on est obligé de préciser handi devant chaque chose pour signifier un métier ou un sport ou des choses comme ça. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui vient d'avoir un accident et qui se retrouve a priori en fauteuil roulant ? Alors c'est facile à dire,
mais on me l'a dit et j'y ai cru et je pense avoir quand même pas mal rebondi. C'est de toujours y croire. Voilà, c'est toujours y croire, de se projeter, d'avoir des objectifs, c'est très important. Comme je vous l'ai dit, c'était compliqué. Au début, je clignais que les yeux. Mon seul paysage était le plafond et les morts qui défilaient dans les services à côté. Donc j'ai vu pas mal de mauvaises choses, mais j'ai toujours cru. Mais surtout, je me suis fixé des objectifs qui ont fait que ça m'a permis de tenir. Voilà. Et si vous aviez la possibilité de parler au Tony de juste après l'accident, qu'est-ce que vous lui diriez ? Tu as eu le courage d'y croire lorsqu'on t'a dit que voilà, la vie était belle après. Il faut toujours y croire. Et c'est vrai que même si sur le lit, je n'y croyais pas trop, mais ces belles paroles que pouvaient me transmettre ma compagne ou mes parents ou quelques amis, et voilà, si je devrais laisser un message au Tony qui était dans le lit, il a dit voilà, tu as bien fait d'y croire. Après 2 premiers ouvrages, vous avez sorti cette année un nouveau livre qui s'appelle « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier ». Quel est le message que vous voulez faire passer à travers ce livre ? Alors c'est du développement personnel. Je veux, en plus avec la période qu'on a eue de Covid, j'avais besoin de véhiculer un peu un message d'espoir, de bonheur, de joie. J'avais envie de montrer aussi qu'on peut parler de handicap et on peut en parler avec le sourire, on peut donner le sourire. Donc ce livre, en fait, il reflète plusieurs passages de ma vie où vous allez rigoler, vous allez pleurer, mais au final, à la fin du livre, vous allez être motivé. Donc ce livre est là pour motiver, pour encourager, pour donner un peu le smile. C'est ce qui nous manque, quoi, avec la période qu'on a vécue tous. Donc voilà, c'est vraiment un livre rempli de bienveillance et de toute mon expérience et de conseils pour pouvoir se reconstruire lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle. Justement, dans ce livre, vous dites que vous êtes abonné au bonheur, que vous êtes une personne capable d'éprouver de la joie dans les moments les plus noirs et que c'est en partie votre force. C'est quoi le secret pour être abonné au bonheur ? C'est toujours avoir un temps d'avance, toujours se projeter, voir plus loin. Et c'est d'ailleurs aussi une bonne question parce que ça serait aussi, ça va rebondir sur ce que vous m'avez posé tout à l'heure, c'est de dire, au Tony qui était, vous savez, sur le lit d'hôpital, voilà, c'est l'objectif qui m'a permis de tenir, c'est aussi le fait d'avoir été sportif et de mettre des pensées sans ne pas en compter, et puis d'avoir été entouré aussi de ma famille, de tous mes proches. Voilà. Tout autre sujet, en 2019, vous avez traversé le golfe de Saint-Tropez à la nage, soit à peu près 3h30 et 5 km de nage, rien qu'à la force de vos épaules. Pourquoi avez-vous souhaité réaliser cet exploit ? Alors, la traversée du golfe fait 4 km. Sauf que ce jour-là, il y avait un yacht en plein milieu de ma trajectoire, bien évidemment, donc j'ai dû le contourner de 1 km à peu près, donc ça fait 5 km. Ce n'était pas prévu. Bon, j'ai été entraîné pour plus longtemps, mais ce n'était pas prévu. Et du coup, de balise à balise, j'ai mis 3h05 et 3h30 de plage à plage. C'est-à-dire que c'est un record sur mon record, parce que avant de partir dans le golfe de Saint-Tropez, je mettais à peu près 4h05 pour faire 4 km. Donc j'ai nagé 1 km de plus pour 1 heure de moins. Donc c'était énorme en tant que défi sportif. Pourquoi j'ai voulu traverser le golfe ? Il faut savoir que le golfe de Saint-Tropez, c'est une destination où on allait avec ma famille, on louait une maison en famille et du coup on prenait les bateaux verts pour traverser le golfe pour éviter tous les embouteillages de la côte. Et du coup j'étais dans une période où j'avais écrit mon premier livre, Talonneur brisé. Et on avait surfé pendant de longs mois, voire de longues années sur ce livre qui avait bien marché. Et à un moment donné, j'avais un manque. Je me levais le matin, il me manquait quelque chose. Et à la base, il faut savoir que Tony,
n'aime pas lire, n'aime pas écrire. C'était pas du tout ça. Je faisais partie de ceux qui lisaient, vous savez, le 4e de couverture et me faisaient le résumé sans le modifier. Le 4e de couverture, je ne sais même pas comment ça s'appelait. Donc, du coup, voilà. L'identité de Tony, c'était pas auteur-écrivain. L'identité de Tony, c'était par contre un sportif voilà, qui allait à la salle tout le temps, qui était dans l'action permanente. Et du coup, quand on a pris le bateau pour traverser le golfe de Saint-Tropez, j'ai dit à mon épouse, je veux traverser le golfe. Voilà, ça s'est fait à peu près comme ça. Je l'ai annoncé à peu près de la même manière aux journalistes, sans savoir que voilà, j'allais pouvoir le faire, que j'allais pouvoir m'entraîner et vivre pendant des heures de nage sans me fatiguer. Est-ce que mon corps allait pouvoir tenir? Donc c'est comme ça que j'ai voulu traverser le golfe de Saint-Tropez, parce que j'étais dans une période de flottement, tout simplement. Et donc, 3 heures, 3 heures et demie, c'est quand même long. Enfin, pour moi qui suis de naturel impatient, je cours pendant 20 minutes et j'en ai marre. Donc, à quoi vous avez pensé pendant 3 heures à nager? Donc, si les gens sont intéressés, il y a des vidéos, des photos. Donc, vous avez nagé sur le dos. Tout à fait. Alors, il faut savoir que je suis tétraplégique. Donc, du coup, j'ai mon embarcation qui s'appelle le Sofao. Qui est un transat qui est immergé dans l'eau, à la différence de son confrère qui est le tir à l'eau, où là vous êtes sur l'eau, c'est plus pour le mode détente. Le mien, il n'était pas du tout prévu, le constructeur ne l'avait pas du tout prévu pour faire un défi sportif, donc du coup on l'a amélioré. On a mis des flotteurs un peu plus longs pour avoir une stabilité qui allait être meilleure sur l'eau. Du coup, je nage donc sur le dos, parce que sur le ventre, je peux pas, je peux me noyer. Et du coup, je suis capable de pouvoir me propulser uniquement à la force de mes bras, alors plus précisément à la force de mes épaules, voilà, en marche arrière ou en marche avant. On a décliné cette nage parce qu'on s'est rendu compte que nager plusieurs heures, ça me fatiguait dans certains mouvements de mes bras. Donc du coup, j'étais capable de nager pendant 1h30, 2 heures en marche arrière ou après en marche avant. C'est long, c'est très long, c'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup et énormément de mental. Je me suis entraîné pendant plus d'1 an et demi. Je me suis remis en condition, j'ai perdu des kilos. La plus longue distance que j'ai nagée, ça a été 6 heures sans m'arrêter, dans un lac en plein mois de novembre, avec une température qui frôlait les 10 degrés dans le lac. Donc c'est mentalement, il faut être ailleurs. Il ne faut pas être dans l'eau, il faut être ailleurs. Et pour être ailleurs, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour la traversée du golfe, je comptais les mouvements de mes bras, tout simplement. J'ai fait 29 752 mouvements de bras. C'est vrai. 29 752 mouvements de bras pour arriver à traverser le golfe de Saint-Tropez. J'étais concentré. J'ai dû peut-être me tromper 1 ou 2 fois, mais j'étais tellement concentré que vraiment, voilà. Donc, on pense à ça. C'était dans une période où on voulait avoir un enfant avec mon épouse, donc on pense à ça. Je pense à mon épouse, je pense à mes parents, je pense surtout à tout ce qui m'est arrivé et la raison pour laquelle je suis dans l'eau pour nager. Donc avec tout ça, je pense que j'étais remonté à bloc pour toucher Saint-Tropez. Vous avez pris goût aux exploits sportifs puisque vous nous donnez rendez-vous en mars 2022 pour 24 km de hors-piste en ski tandem près du Mont Blanc. Le 8 mars 2022. Oui, j'ai pas osé mettre la date, je me suis dit... Non, le 8 mars 2022, et on se laisse le 9 et le 10 de secours au cas où il y aurait des intempéries. Voilà. Quelles sont les difficultés auxquelles vous allez faire face en montagne, dues aux conditions, à cause de la tétraplégie, et comment vous vous y préparez? Alors, ce défi, il ne paraît pas, mais il est plus difficile que ma traversée du golfe de Saint-Tropez. Le niveau est assez haut, dans le sens où il ne faut pas confondre qu'un défi n'est pas tout le temps physique. Il est dans un premier temps, il est mental. Voilà, on prépare mentalement le défi, puis ensuite il est physique. Vous pouvez avoir le physique, si vous n'avez pas le mental, vous ne traverserez jamais un golfe de Saint-Tropez, ni vous dévalerez jamais le Mont Blanc. Voilà. Donc c'est mental. Les gens ont souvent tendance à confondre sur le fait que je suis tétraplégique, donc mon corps il est diminué de sa moitié en termes de capacité respiratoire. J'ai exactement 53% de souffle. Voilà. Donc j'en ai perdu pratiquement la moitié. Donc monter à 3842 mètres, 3009 presque d'altitude, quand vous avez la moitié de votre capacité respiratoire qui est diminuée,
je peux assurer que c'est déjà un défi parce que c'est comme si on montait là-bas avec une main dans le cou qui vous étranglait. Donc ça, c'est déjà un défi de monter là-haut. Faut savoir qu'une tétraplégie, on régule très mal. En l'occurrence, moi, je régule très mal. C'est-à-dire que l'été, je peux monter en température, comme l'hiver, je peux descendre. Vous imaginez bien que là-haut, il peut faire moins 20, moins 30. Donc, ça va être un deuxième défi. Arriver à résister contre le froid et arriver à tenir contre l'altitude. Et puis ensuite, il y a les secousses. Je suis paralysé au niveau du thorax. Donc du coup, je n'ai pas les abdos, je ne peux pas me tenir. J'ai un mauvais contrôle de mon tronc. Donc si je vais à droite, ça va être difficile pour moi d'aller à gauche. Et pourtant, il va falloir que je suive le rythme de mon moniteur. Donc j'y vais pas en mode je vais rien faire, je vais me laisser porter. C'est pas du tout ça. Au contraire, il va falloir que je sois en tandem. Ça s'appelle un tandem. Le ski, tandem ski, c'est vraiment un binôme. C'est-à-dire que si moi je vais aller à gauche et que lui va à droite, ça va pas lui faciliter la vie et ça va être compliqué. Donc il faut vraiment que ce soit synchro, autant lui que moi, sur nos mouvements. Donc ça se prépare, c'est compliqué. Donc il y a tous ces paramètres-là. Et puis il y a les paramètres du fait que ma tétraplégie peut à une fraction de seconde me mettre KO parce que j'ai une infection urinaire qui arrive foudroyante. Il y a toutes ces choses-là, mais l'altitude, le froid et les secousses, c'est déjà un défi pour moi. Bien plus compliqué que les 30 degrés où j'étais dans le golfe de Saint-Tropez, même si ça paraît plus physique. Oui, vous sortez de votre zone de confort. Exactement. Et comment vous avez eu l'idée de faire ça ? Mais parce que vous savez, quand vous avez un accident comme le mien, ou une maladie, ou même pas spécialement de maladie ou de handicap, souvent on a un manque de confiance en soi, mais on n'a surtout pas confiance en l'autre. Encore plus, voilà, quand vous êtes en situation de handicap. Donc j'avais besoin de porter un message. La traversée du Golfe, c'était encourager les personnes comme moi à faire des défis sportifs, à se projeter. Et la Vallée Blanche, c'est la confiance en soi et la confiance en l'autre. Je veux montrer à travers ce hors-piste, parce que c'est le plus prestigieux hors-piste glaciaire. J'insiste sur glaciaire parce que y a des dénivelés qui sont juste incroyables. C'est pas des pistes noires, c'est des pistes noires fois 10 000. Du coup, c'est un parcours qui n'est pas déneigé, qui n'est pas où il n'y a pas de détection d'avalanche. Donc du coup, on peut passer sur des crevasses qui vont être visibles, comme sur des crevasses qui vont être pas visibles, où il va y avoir plusieurs mètres. Et vous n'avez pas peur ? Si, mais c'est normal la peur. C'est normal la peur. La peur, c'est normal parce que c'est ce qui va vous permettre de vous méfier. Quelqu'un qui n'aurait pas peur, c'est compliqué. J'ai peur, je stresse, mais c'est ce qui me permet de pouvoir rester un peu sur mes gardes. Mais après, voilà, c'est sécurisé. Je ne veux pas partir à l'abattoir. Je ne veux pas revivre les soins intensifs. Donc, on va être équipé. Il y a des guides de haute montagne, des guides logistiques. Il y a 3 moniteurs. Il y a du monde. Il y a le PGHM de Chamonix, la gendarmerie en hélico qui sera sur le qui-vive. Donc, j'y vais là-bas pour faire un défi, que je peux louper d'ailleurs aussi, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Manque de souffle, très froid. Donc voilà, j'ai peur. J'ai peur dans tous mes défis, mais c'est ce qui me permet de pouvoir être vigilant, d'être plus attentif. Quelqu'un qui n'a pas peur n'est pas vigilant, n'est pas attentif, et c'est là où arrive l'accident. Comment vous faites pour travailler le souffle ? Alors, de plusieurs manières. Mes entraînements sont fixés sur 3 axes. Le premier, c'est beaucoup de natation. Il faut savoir que quand vous êtes... j'ai un objectif de perte de poids de 10 kg. C'est compliqué quand vous ne bougez pas de perdre 10 kg. Donc la natation, c'est le seul sport où j'arrive à me dépenser. C'est-à-dire que sur des courtes distances, je vais nager à fond. Uniquement à la force de mes épaules. C'est très colossal. D'ailleurs, pour laisser un petit message, Florent Manodou était parrain de ma traversée du Golfe. Et m'avait dit un jour, je suis un grand nageur, mais je ne sais pas si je pourrais nager uniquement à la force de mes bras. Donc c'est nager très vite avec la force de mes bras. C'est-à-dire que je monte le cardio et là, je vois comment je réagis après. Et ça, c'est pendant 2-3 heures. C'est-à-dire que je me malmène pendant 2-3 heures où je suis complètement en apnée, complètement essoufflé, où la ligne rouge, elle est longtemps dépassée. Et du coup, je vois comment je réagis. Et c'est à ce moment-là où je peux perdre du poids, c'est à ce moment-là où je peux faire travailler mon souffle, et c'est aussi à ce moment-là où je peux faire travailler mon cœur. Ça, c'est pour la partie natation. Après, il y a les coaching box. Coaching box, ça me permet de me renforcer au niveau du haut du corps. Ça me permet de travailler aussi le cardio, le cœur, tout ça.
mais je ne peux pas perdre trop de poids parce que même si je bouge beaucoup les bras, c'est pas comme la natation. La natation, c'est là où je muse vraiment. Et puis le troisième axe, c'est le renforcement musculaire. Voilà, j'ai des muscles où je compense beaucoup. J'ai pas tous mes muscles. Je n'ai pas de triceps par exemple, mais j'ai des biceps, des deltoïdes, des trapèzes qui sont au maximum de leur forme et il faut les conserver. Donc beaucoup de renforcement musculaire pour réveiller les muscles que je n'aurais pas l'habitude de travailler, mais aussi pour endurcir ce que j'ai. Et après beaucoup de récupération, massage, kiné, parce que voilà, je suis un sportif et j'ai besoin aussi de récupération autant que d'entraînement. Donc voilà comment je fais pour m'entraîner. Ensuite aussi, pour la partie montagne, il y aura des tests en hypoxie, voilà, qui seront faits avec le service des sports de Purpan. Voilà. Donc, du coup, j'ai une batterie de tests cardio, pneumologue, voilà, tests en hypoxie pour l'aptitude et tests aussi pour contre le froid. Voilà, donc j'y vais là-bas. J'aurai et j'espère avoir tous les voyants ouverts pour pouvoir faire ce défi, mais je ne comptais pas y aller sans me faire quand même tester avant. J'ai hâte de voir ça et j'espère que tous les voyants vont être ouverts. Mais vous savez, de toute manière, c'est ce que je me dis aussi, que je réussisse ou pas, parce qu'on peut louper. Mais ce n'est pas complètement un échec. Ce qui est beau, c'est voilà, le chemin parcouru. C'est les messages, c'est les rencontres qu'on a eues, c'est tous les tests aussi qui m'ont permis de me repousser. C'est tout ça et qui me font, qui me maintiennent et qui me dit, qui me confortent dans l'idée de me dire, tiens Tony, t'as bien fait de vivre, quoi. Tu vois. Puis ça vous fait des objectifs et une motivation au quotidien pour vous maintenir en forme. Et puis ce que j'aime aussi beaucoup dans votre parcours, c'est que dans chaque objectif que vous avez, il y a énormément de personnes avec vous. Exactement. Et donc ça fédère aussi. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir de rassembler les gens derrière vos projets. Et c'est ça aussi qui est beau. On s'en fiche au final qu'on réussisse ou pas. Mais quand on voit les gens qui vous ont accompagné, par exemple pour la traversée du golfe de Saint-Tropez, c'est beau quoi, de se dire que vous avez réussi à convaincre des personnes et que tout le monde a été super content et heureux de vous aider à relever ce défi, quoi. C'est fabuleux. J'ai des partenaires, j'ai une famille, des amis juste exceptionnels et c'est vrai que je vais le prendre sur une qualité de fédérer. C'est vraiment une qualité, j'aime bien. J'aime les repas de famille, j'aime le rassemblement. Et c'est vrai que quand j'expose mes projets ou mes défis à mes partenaires ou à de nouveaux partenaires, c'est vrai qu'ils sont tout de suite conquis. Je pense qu'on a tous besoin un peu d'une part de défis et à travers moi, et puis moi aussi, à travers eux, on se porte. Et puis quand on est porté, on se sent invincible et c'est ce qui m'encourage en fait au quotidien. Alors vous avez réalisé un autre exploit. Vous avez eu un petit garçon avec votre femme Marie, un bébé miracle qui a mis plus de 5 ans à arriver. Qu'est-ce qui a fait la différence à votre avis ? La persévérance. Gianni, c'est assez compliqué. Je suis tétraplégique, donc du coup, il y a des complications au niveau de la reproduction, des spermatozoïdes qui sont un peu plus feignants. Et du coup, voilà, on a fait une conservation de mes petites bébêtes pour être sûr que plus tard j'allais pouvoir être parent. Sauf que on était rentré dans un protocole, c'était compliqué, un protocole qui a duré très longtemps parce que il imposait à mon épouse de perdre quelques kilos pour rentrer un peu dans les normes, bien que je peux comprendre le fait que ils veulent pas prendre de risques. C'est vrai que quand on vous l'annonce, vous êtes un peu énervé parce que vous dites que vous y voyez jamais la fin. Du coup, Gianni, c'était très compliqué. Pendant 5 ans, on a essayé, on a eu que des échecs. On a essayé 2 tentatives dans le protocole. Ça n'a pas du tout marché. Et puis un jour, j'ai dit à mon épouse, qui était un peu sur les nerfs, j'ai dit stop, chérie, tu vas faire une séance de coaching avec Mobox et ça va te détendre et on repartira sur de meilleures notes ensuite. Sauf que elle se casse le genou, contre moi en plus. Voilà, on a fait un exercice, elle se casse le genou pendant le coaching box. Et du coup, obligé d'arrêter le protocole, obligé d'aller voir un chirurgien pour qu'elle puisse faire opérer, de programmer la date d'opération. Entre-temps, on a eu une amie qui avait eu un problème similaire au nôtre et qui avait continué de faire naturellement avec son mari ce qu'elle devait faire pour avoir un enfant.
et qui avait marché, alors qu'elle avait un pourcentage qui avoisinait les 0 de chance. Et elle a réussi à avoir un enfant. Sauf qu'on vous le dit, ne perdez pas espoir, continuez à le faire en dehors des protocoles, sauf que vous perdez espoir. Et même moi, le premier, pourtant, je suis quelqu'un qui est très persévérant, qui est très positif. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais dans une période où je me suis dit, bon, on ne va jamais y arriver. D'autant plus qu'à un moment donné, au deuxième échec, la directrice de labo, elle vous dit, de toute façon, ça ne marchera jamais. Donc il faut songer à prendre les spermatozoïdes d'un donneur ou à les adopter. Donc ça, c'était vraiment le coup de grâce. Je suis très 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 dur mentalement. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui peut m'ébranler. Mais sauf que cette fois-ci, je m'en souvenais toujours. J'étais rentré à la maison, j'ai pris ma douche et ça m'avait choqué. Comment on ça on en avait déjà abordé avec mon épouse, de se dire peut-être pourquoi pas adopter un enfant, ou j'étais contre prendre les spermatozoïdes d'une autre personne, mais adopter du moins, sortir quelqu'un d'un moment compliqué, de lui faire vivre quelques moments de bonheur, sauf que voilà, j'avais envie d'avoir un bébé de moi et de mon épouse et pas de quelqu'un d'autre, tout simplement. Alors il y en a, ça les dérange pas du tout, hein. Et au contraire, heureusement qu'il y a des personnes qui vont adopter, je trouve ça très, très bien. Pour ceux qui ne peuvent vraiment pas, qui prennent des dons, je trouve ça très bien aussi. Mais en ce qui me concerne, ma fierté, c'était d'avoir mon enfant. Et du coup, on fait un séjour pour aller voir... c'est vraiment la vraie histoire. On fait un séjour pour aller voir Bernadette. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, c'est qui Bernadette ? C'est une sainte qui est... ouais, c'est une sainte. Alors, je ne suis pas du tout... je n'étais plus croyant, je n'étais pas pratiquant non plus. Mais bon, bref. On avait, juste avant ce voyage, on s'était fait une petite rencontre sous la couette avec mon épouse. Et elle était en dehors de son ovulation. C'était quelque chose de n'importe quoi, en fait. Voilà, on n'avait rien respecté. Et du coup, on fait ce petit voyage, on revient, et puis le 17 novembre, le jour de l'anniversaire de mon épouse, elle me dit je suis enceinte. Je lui dis c'est pas possible. Elle me dit si je suis enceinte, je ne sais pas de combien de temps, mais je suis enceinte, je m'en souviens toujours, j'étais sur la table de la cuisine, j'étais en train de travailler. L'après-midi, on devait aller rejoindre des amis dans un loto. C'était le jour de l'anniversaire, donc elle m'annonce ça. L'après-midi, on va rejoindre nos amis au loto. Et devinez quoi, mon épouse gagne le carton plein devant 500 personnes. Et en plus, toute seule. Pas besoin de tirer au sort. Donc c'est vraiment une journée incroyable. Et la petite histoire, c'est pour revenir à Bernadette, c'est que voilà, on n'est pas une famille, je crois en certaines choses. J'y croyais plus d'ailleurs avec l'arrivée de mon accident, parce que j'ai toujours fait du bien autour de moi. Et qu'il arrive ce qui m'arrive, je me suis dit, il n'y a rien qui... Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et c'est vrai que pendant ce voyage-là, ma mère avait écrit dans le livre mes petits-fils, alors qu'elle avait qu'un petit-fils. Nous, on avait fait une prière avec mon épouse. Donc bon, on ne sait pas. Je ne sais pas si ça a aidé ou pas, mais bon, quoi qu'il arrive, on y a cru. On y a cru, et puis on a réussi. On a fait Gianni complètement naturellement, alors que les pourcentages avoisinaient les zéros pour nous aussi. Et donc là, il a quel âge là ? 15 mois. Ah oui, il est vraiment très petit, parce que j'allais vous demander si, même s'il est très petit, si vous avez pu un peu lui expliquer déjà quelles étaient vos particularités, votre différence. Alors, je ne peux pas lui expliquer, mais par contre, il s'en rend compte. Attention, à cet âge-là, c'est très intelligent. Il commence même à monter sur mon fauteuil quand il en a marre de marcher. Il comprend que, voilà, parce que mon épouse, quand elle s'occupe de moi, mon fils n'est jamais très loin, donc il voit que papa a quelque chose de différent, mais il n'y a pas de regard comme pourrait l'avoir vraiment l'humain un peu malveillant sur le handicap, ou la personne qui se poserait beaucoup de questions. C'est vraiment un regard bienveillant, et puis il m'aide. Ça m'est arrivé de faire tomber mon téléphone et qu'il me le ramasse. C'est incroyable, à 15 mois. Je vous dis, ou quand il me prend mon téléphone sur la coudoir, quand je ne me rends pas compte, et qu'il me le remet au même endroit, parce qu'il sait que c'est là où ça doit aller. C'est incroyable de le prendre sur mon ventre, et qu'il sait que papa a peut-être un peu moins de force, et qu'il reste sage, et que je puisse l'apaiser. Ça, c'est quelque chose d'incroyable aussi. Il comprend, oui.
il comprend, ça je peux l'assurer. Même si on n'a pas le dialogue qu'on pourrait avoir et qu'on aura plus tard, il comprend beaucoup de choses et c'est ça qui est important parce qu'il va vivre dans le handicap et à travers tout ce que je peux véhiculer, dans tout ce que je peux entreprendre, c'est aussi pour lui montrer que voilà, on n'est pas si différent que ça et que j'espère qu'il aura vraiment un message bienveillant auprès de ses amis. Voilà, on n'est pas si différent que ça en fait. Ce qui est super avec Gianni et qui faisait partie de mes craintes, c'était de ne pas pouvoir m'en occuper. Donc j'ai accepté, si vous voulez, de ne pas pouvoir lui donner le bain, de pouvoir lui changer les couches, parce que c'est quelque chose qui demande d'être minutieux et de le faire en sécurité. Donc du coup, je ne peux pas le faire. Mais par contre, je peux y assister. Et c'est tout aussi important. C'est-à-dire que la personne qui va faire la chose n'est pas forcément celle qui va profiter le plus. Mais du coup, je lui ai donné le biberon, je peux lui donner à manger, je peux faire toutes ces choses-là. Et du coup, c'est vraiment un véritable bonheur, quoi. Aujourd'hui, cela fait un peu plus de 11 ans que vous avez eu votre accident. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer dans votre quotidien ? La connerie des gens. Ok, merci. Je vis à peu près comme toutes les personnes lambda. Alors, il n'y a pas que les cons qui sont difficiles à gérer au quotidien. Après, forcément, comme je vous en ai parlé, il y a le fait d'être incontinent. Des fois, c'est compliqué. C'est peut-être le côté le plus contraignant parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Or, j'ai quand même, moi, la chance de quand même bien connaître mon corps. Donc, du coup, j'arrive à sentir avec des frissons à droite quand j'ai besoin d'aller faire pipi ou pour la plus grosse commission, c'est des frissons sur tout le haut du corps. Donc, ça m'arrive pratiquement jamais. Sauf que quand ça m'arrive, comme une gastro ou des choses comme ça, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est peut-être ce côté-là, un peu le handicap qui vous fait des surprises à tout moment, à n'importe quelle heure. Et bien évidemment, ça vous fait toujours dans des endroits où vous pouvez le moins bouger. Vous savez, c'est juste avant d'aller à un concert, juste avant d'aller à une conférence ou des choses comme ça. Mais après, globalement, c'est plutôt le comportement des gens, le fait de voir que le handicap n'est pas encore quelque chose de connu, dans le sens où il y a beaucoup d'endroits qui sont pas accessibles, beaucoup de gens qui sont pas sensibilisés, on le voit un peu plus, mais pas assez pour moi à la télé. Je pense que il faudrait faire vraiment un vrai travail de communication sur le handicap, parce que finalement, vous savez, moi ça m'a apporté beaucoup de choses d'être en situation de handicap. Je ne sais pas si ça va choquer ça, mais bien évidemment, demain, vous me dites, je vous donne vos jambes et vous allez remarcher, je les prends de suite. Mais c'est vrai que j'ai une ouverture d'esprit qui est différente de celle que je pouvais avoir avant. Et c'est important de pouvoir mêler le handicap à la vie, à la télé, que tout le monde les voit, les jeunes, les plus jeunes, parce que on a connu quelque chose de difficile dans notre vie et on a su rebondir avec certaines clés. On a des clés différentes pour pouvoir ouvrir les portes. Tout dépend de la maladie ou du handicap ou du mental qu'on a, mais je trouve que c'est important de pouvoir parler du handicap, parler de comment on peut rebondir, de ne pas avoir les choses tout facilement. C'est important de pouvoir parler un peu de handicap. Et en parlant de handicap, est-ce qu'il y a des moments où vous oubliez votre handicap ? Alors, je n'y pense jamais finalement. À part quand il y a des choses qui m'arrivent en lien avec le handicap, mais franchement c'est bizarre, hein, mais vous m'auriez dit quelques jours avant, un jour tu finiras sur un fauteuil, je vous aurais très certainement dit que je me serais mis une corde au cou, ou je me serais tiré une balle, ou même noyé, mais finalement je ne pense jamais à mon handicap, c'est incroyable, et tant mieux, et c'est ce qui est important en fait. Quand vous êtes en couple ou pas, il faut. C'est compliqué. Vous pouvez avoir tout le soutien du monde entier, votre famille, vos amis, à vos côtés, au quotidien. Si mentalement vous n'avez pas envie, et pire encore, vous pouvez entraîner dans votre chute toutes les personnes qui sont autour de vous. Parce que, imaginez, j'aurais vu et pensé mon handicap autrement. Mon épouse aurait pu être triste de me voir me laisser aller, mes parents aussi. Or, le fait d'avoir encaissé, d'avoir accepté,
mon handicap, ça m'a permis de pouvoir rebondir. Et en toute franchise, je n'ai jamais eu un seul moment où j'ai pensé à mettre fin à mes jours. Pourtant, je suis à 24 ans, j'avais tout construit, j'ai tout perdu. Je suis sportif et c'est vrai que ne plus pouvoir courir ou toutes ces choses-là, ça aurait été compliqué pour moi. Donc, en toute franchise, non, je ne pense pas à mon handicap en fait au quotidien. Franchement, à part quand j'ai des problèmes de fauteuil ou des problèmes de véhicules adaptés, que toutes les choses prennent une autre tournure, que ça coûte beaucoup plus cher, que ça prend beaucoup plus de temps, alors que ça doit être plus rapide pour réparer. Mis à part ça, ces situations-là, mon handicap... Lors d'un épisode précédent, j'ai reçu un invité qui s'appelle Emmanuel, qui est paraplégique à la suite d'un accident de moto. Et lui, il a répondu que ce qui était le plus dur à gérer au quotidien, c'était les douleurs neuropathiques. Du coup, j'aimerais savoir si vous aussi, vous ressentez des douleurs dans votre corps ou pas du tout. Alors, il faut savoir que quand vous êtes blessé médulaire, moelle épinière, toutes ces choses-là, paraplégique, tétraplégique, ou des personnes amputées. Alors, on a des douleurs dites fantômes. Elles ne sont pas si fantômes que ça pour nous, mais ça s'appelle comme ça. Plus particulièrement, c'est des douleurs neurologiques. Il y a des traitements qui sont très lourds pour les douleurs neurologiques. Donc, en ce qui me concerne, j'ai des douleurs très, très, très violentes. Des douleurs neurologiques très violentes liées à ma section de moelle épinière. Il y a des traitements qui sont faits pour endormir la douleur, mais elles n'endorment pas que la douleur, elles vous endorment à vous aussi. Et j'ai décidé, les premières semaines de mon arrivée au centre de rééducation, parce que je me souviens que tous les mardis, on avait une réunion, tous les médecins passaient dans la chambre, que ce soit le kiné, le médecin en chef, le grand docteur, toutes ces choses-là, toutes ces personnes-là passaient dans les chambres tous les mardis, et on faisait un peu le bilan de notre état, s'il fallait ou pas augmenter les traitements, en supprimer ou pas. Je m'ennuyais quand j'étais en centre de rééducation. Pourtant, je faisais beaucoup de kiné, mais c'était un moyen aussi de pouvoir me sortir de ce quotidien, vous savez, de personnes en situation de handicap qui sont dans le centre de rééducation. Donc, du coup, je me suis intéressé de plus près à ce que je prenais comme médicament, du moins à ce qu'on me donnait. Et petit à petit, j'ai décidé, et très rapidement, de virer la plupart de mes cachets. Aujourd'hui, je prends très, très, très peu de cachets. J'en prends 2. Voilà, c'est un cachet pour mes allergies, mais ça que tout le monde peut prendre. Et j'ai un cachet pour la spasticité, parce que notre corps peut être un peu plus raide, du coup, pour avoir moins de contractures, on prend un petit cachet. Donc, je ne prends aucun cachet pour les douleurs neurologiques. J'ai décidé de les encaisser. Alors, ça fait très mal. Là, d'ailleurs, j'ai des douleurs neurologiques au niveau du courant qui part des cervicales, qui me tape dans les pouces. Ça va. Elles sont plus violentes quand il fait de l'humidité, de la pluie, des choses comme ça, le climat un peu sec, chaleur, tout ça. Ça les maintient. Mais j'ai mal au quotidien. J'ai mal tous les jours en fait. Mais je ne veux surtout pas prendre un cachet qui pourrait m'endormir. Les premiers temps, je le prenais. Je peux vous assurer que ça endormait vraiment. Et moi, j'ai besoin d'être présent, pas d'être ailleurs. Donc du coup, j'ai mal. Mais voilà. Jusqu'à quand je pourrais tenir, je ne sais pas. Mais bon, ça fait 11 ans que j'ai mal et ça ne me rend pas aigri d'autant plus. J'ai appris à vivre avec elle et voilà, je ne veux pas masquer au risque de m'endormir, de ne plus être maître de moi. Les cachets, ça vous arrange quelque chose, mais ça vous détraque autre chose. Donc, moi, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. Donc, si je peux ne plus prendre de traitement, ça me va très bien. Et du coup, est-ce que vous avez trouvé des astuces un petit peu au quotidien pour les apaiser ou pas du tout ? Le kiné, beaucoup d'étirements. Je sais que beaucoup de personnes en situation de handicap, quand ils rentrent chez eux, ils laissent tomber le kiné parce qu'ils n'ont plus de suivi, ils n'ont plus l'envie, c'est des rendez-vous répétés. Moi, je le prends un peu comme une salle de sport, le kiné. Donc, c'est vrai que j'ai cette hygiène de vie qui fait que j'ai toujours continué le kiné, les massages, tout ça. Toutes ces choses-là vous aident à ne supprime pas la douleur, mais vous aident à mieux l'encaisser, à plus vous détendre. Je me force à aller au soleil aussi. Non, c'est une plaisanterie, mais le soleil fait vraiment du bienfait pour les douleurs. Quelques astuces, à part être résistant, mentalement, être bien forgé, faire de la natation aussi. La natation, c'est très important, ça m'a fait du bien aussi. On n'a plus le poids du corps sur le fauteuil.
on est beaucoup plus léger. Et du coup, c'est vrai que ça a permis à mieux me détendre et penser à autre chose. Voilà. Et puis, un petit conseil aussi, voilà, si vous pouvez revisiter votre pilulier et voir vraiment les médicaments qui sont très importants et ceux que vous pourrez à la limite supprimer. Je pense que ça pourrait... Mentalement, c'est important c'est bizarre, mais de voir votre pilulier diminuer. Moi, c'était des victoires. Hein. Des victoires à chaque cachet. C'était comme si c'était une victoire de pouvoir m'en passer. Et puis, on est beaucoup plus sain, quoi. On dit souvent qu'après un grave accident, on profite de chaque seconde. Un rien peut faire notre bonheur, tellement on est heureux de vivre et d'être en vie. Est-ce que même des années après, on a toujours conscience de ça ? Ou on finit par se lasser et râler pour un oui ou pour un non, comme tout le monde, finalement? Alors, c'est vrai, on dit qu'il faut profiter. On profite quand on sort, mais ça ne dure jamais bien longtemps parce que la vie vous rattrape. Et forcément, oui, on profite de chaque seconde. Je continue à le faire, mais après... Vous n'y pensez pas à chaque minute Du tout, non, ça m'arrive de râler. J'étais le premier à dire à ma famille, plus jamais je me prendrai la tête pour de petites subtilités. Non, c'est faux. Après, la vie vous oblige parfois à vous énerver. Voilà. Donc, du coup, aussi, on profite différemment de ses proches, on part en vacances. Mais bon, après, voilà, vous êtes quand même tenu par des obligations de travail ou des gens qui seraient irrespectueux et qui vous font, à certains moments, sortir de vos gonds. Et vous ne pouvez pas vous dire à ce moment-là, hop, je vais rester zen, je ne vais pas m'énerver. Non. On se le dit, oui, mais après, la vie reprend son cours mais c'est pas plus mal. Hein. Et est-ce quand on a vécu le pire, on arrive encore à s'émouvoir des petits problèmes des uns et des autres, et notamment de son entourage? Oui. Alors, moi, j'ai la chance d'être suivi sur les réseaux et du coup, effectivement, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent alors pour des choses qui sont des gros accidents comme le mien, des familles qui se déchirent, des parents qui se séparent, des gens qui ont une simple grippe. Voilà, ça m'est arrivé aussi. Donc, moi, j'aime plutôt bien. Je veux dire, vous savez, moi, j'ai une tante qui est à peu près pareille, qui se plaint pour une grippe ou quelque chose comme ça. Et moi, je trouve ça sympa. C'est bien. Parce que je me dis que finalement, à ses yeux, je n'ai pas à chanter. Ça m'énerverait qu'on me dise oh, on va pas te parler de notre grippe parce que toi, tu es en fauteuil. Au contraire, moi, vous pouvez me parler d'une gastro, d'une grippe ou de ce que vous voulez. Voilà, ça me dérange pas plus. Et puis, j'y fais pas attention, franchement. Ce serait des subtilités qui pourraient vous énerver, donc non, je ne fais pas attention. J'ai volontairement pas trop posé de questions sur le rugby, parce que ça fait des années qu'on vous en parle, mais j'ai quand même une toute petite question. Quel lien aujourd'hui avez-vous conservé avec le monde du rugby ? Un lien très proche. J'ai toujours aimé le rugby, même après mon accident. D'ailleurs, si mon fils va en faire, pourquoi pas. Voilà, je ne suis pas arrêté. Il faut... pas confondre les choses, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé à moi n'arrive pas à tout le monde. Ça peut arriver, mais bon, si on commence à interdire son enfant ou à s'interdire soi-même de faire les choses parce qu'il y a une personne qui s'est blessée, eh bien, on ne ferait plus rien. Hein. Et imaginez les personnes qui travaillent aux urgences, les gens qui voient des cas dans différentes disciplines, que ce soit sportives ou dans la vie du quotidien, si elles doivent se dire ou se mettre des freins, eh bien, elles ne feraient plus rien du tout dans leur vie. Donc j'aime toujours autant le rugby, je vais voir des matchs, en ce moment pas trop parce que je suis dans une phase d'entraînement où je me demande beaucoup de temps. Et en plus le fait d'être papa aussi, ça prend du temps. Le côté conférence aussi qui continue, donc j'ai plusieurs activités qui font que je vais moins voir de matchs, mais j'ai toujours un rapport très 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 proche avec le rugby. J'ai regardé le match hier de la France, j'ai pris plaisir à voir les copains jouer, donc voilà. On arrive aux questions de la fin. Avez-vous un livre, un podcast ou un film ou une musique qui vous a aidé et que vous avez envie de nous partager ? Alors les musiques, je vais partir pas sur une musique mais sur une catégorie. Moi j'aime chanter l'amour, j'ai italien, donc j'aime toutes ces chansons-là. Et bizarrement, quand j'ai besoin de me concentrer pour écrire un futur livre ou préparer une conférence, je me mets de la musique triste. Vous imaginez ?
Oui. C'est ce qui me canalise un peu ma concentration et voilà, les musiques un peu un ton d'amour ou des choses comme ça. C'est ce qui m'encourage. Il n'y en a qui ont besoin du silence. Moi, j'ai besoin de musique. Donc voilà. Ok, je vais essayer. Avez-vous une citation ou un mantra qui vous motive au quotidien ? Je ne marche plus, mais j'avance toujours. J'étais sûre que ça allait être cette réponse. Ouais, elle me porte beaucoup. Puis elle est tellement significative. Je ne marche plus, mais j'avance toujours. C'est ça, en fait. On peut ne plus marcher, mais si mentalement on décide de continuer à avancer, on peut, quoi. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui ? De mon épouse, de mon fils, du chemin que j'ai parcouru aussi, de me dire que j'ai eu beaucoup de courage de m'autoriser à parfois lâcher prise, de me surpasser, et du coup non, ouais, c'est je suis content de me laisser la chance, en fait, de pouvoir tomber, mais de pouvoir aussi me relever. Mais après, oui, ma femme c'est une fierté, mon fils aussi, mes parents aussi, c'est ma sœur, donc c'est un noyau qui fait que voilà, si je suis ici devant vous, c'est aussi en partie grâce à eux. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous après cet entretien ? Une personne authentique. Voilà. Je ne cherche pas à être une autre personne. Je cherche à me dépasser, à être authentique, à être comme tout le monde, de rester simple, quoi. Voilà. Si j'ai un message à véhiculer, c'est continuer ou apprivoiser ou construire un peu ce bonheur, cette joie ces moments simples, en fait, qu'on avait, vous savez, malheureusement ou heureusement retrouvés avec cette période de Covid. Les petites choses essentielles, on avait tout perdu finalement. On a découvert les jeux de société en famille alors que ça existait depuis des années et qu'on avait tout simplement oublié de faire parce que notre vie fait que on est obligé de faire tout va-vite. Moi, je me souviens des repas de famille. Enfin, nous, on a toujours fait ça. Et c'est vrai que le Covid, malheureusement, mais aussi heureusement, nous a permis de pouvoir, lorsqu'on était confinés, retrouver toutes ces petites choses qui ont fait que, voilà, on est reparti à l'essentiel. Donc, authentique, restez, concentrez-vous sur l'essentiel. Et puis go. De toute façon, vous savez, il n'y a pas besoin de jambes pour continuer à avancer. Et contraire, voilà, on peut tomber aussi, mais la meilleure des manières d'avancer, c'est de se reconstruire après un échec. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez nous parler ? Un sujet. Je pense que vous avez très très bien travaillé dans vos... J'ai posé beaucoup de questions. Dans vos questions. Mais on n'a pas parlé de tout. Hein. On n'a pas parlé des vêtements, de la ligne de vêtements. C'est d'ailleurs très complet. Là où des fois on n'a que 2-3 minutes pour un peu parler de notre parcours. Votre idée de podcast, c'est bien parce que voilà, on peut parler un peu de tout et on a le temps. Mais effectivement, j'ai créé une ligne de vêtements et un porte-biberon aussi pour continuer à être aux côtés de mon enfant pour lui donner le biberon. Ça, c'est aussi une fierté. La ligne de vêtements va continuer à évoluer, bien évidemment. Pas en ce moment parce que j'ai trop de choses à faire. Il y a mon prochain défi et puis il y aura un autre gros projet où je vais encore sortir de ma zone de confort. Je vais sortir de mon domaine, que ce soit l'écriture ou le sport. Je ne peux pas trop en dire, mais ça va laisser un peu le suspense pour ton podcast qui va arriver. Oui, du coup, il faut rester connecté pour voir la suite des aventures. Vous avez déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? La santé. Parce qu'au-delà de tout le reste, c'est ce qui reste important, c'est ce qui vous permet de pouvoir continuer à avancer. Donc la santé, c'est le premier mot qui me vient. Le bonheur, la joie, de mourir à 100 ans en bonne forme, d'avoir moins de douleurs neurologiques et de continuer à vivre heureux avec ma famille, de les préserver eux aussi, toutes ces choses-là. Mais merci beaucoup Tony pour le moment qu'on a partagé ensemble. Merci Pauline. Et à bientôt. À bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Tony pour sa confiance et merci à vous tous pour votre écoute.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Tony et suivre ses aventures, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Enfin, si comme mes invités précédents, vous avez envie de raconter votre histoire derrière le micro de Pépin, vous pouvez me contacter par mail à pépinpodcast@gmail.com. Avant de nous quitter, n'oubliez pas que je vous donne rendez-vous toutes les semaines sur le compte Instagram Pépin Podcast pour partager mes découvertes. Dernière petite chose, si vous voulez me faire plaisir et récompenser mon travail, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux de votre choix. Merci beaucoup à tous et à très vite.